Alors, bonjour. Donc, on commence à laisser les gens rentrer. Vous allez pouvoir commencer à voir qu'on est déjà, notre panel est en place, nos vignerons sont en place, équipés de leur vin, si j'ai bien vu tantôt. Donc, on va attendre juste quelques secondes, puis après ça, on va commencer. Ça ne devrait pas être trop long. Ça devrait être à peu près quinzaine aujourd'hui. Puis je reconnais déjà quelques noms, donc je sais que vous êtes. Il y en a qui sont au Nouveau-Brunswick, il y en a qui sont jusqu'en Alberta. Donc, ouais, je reconnais quelques noms déjà. Fait, encore quelques secondes. Et je pense qu'on va pouvoir. Oui, on va pouvoir commencer. Ben, je pense que je vais commencer tout de suite par vous dire bonjour, bienvenue. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait un événement en français, donc on avait hâte de pouvoir recommencer à faire un événement en français. Puis ce qui est assez drôle, c'est que la personne pour l'événement en français qu'on présente tout de suite au début, c'est la même personne qui était là la dernière fois, et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'une introduction, il rit déjà. Donc Bernard, Bonjour. re-bienvenue. Et on a avec lui trois vignerons qui viennent de la Bourgogne. Je vais laisser la place d'ailleurs à Bernard de les présenter. Oui, bonjour à tous. Maintenant, vous me connaissez. Donc, moi, j'ai une propriété en Beaujolais. Et ça fait 30 ans que je travaille avec Opimian. Et j'ai été missionné par Opimian pour trouver d'autres vignerons dans le Beaujolais, mais aussi dans d'autres régions viticoles, c'est-à-dire les Côtes-du-Rhône et les Bourgognes, pour trouver des vignerons qui, non seulement, il faut qu'ils fassent bien sûr du très bon vin, ça c'est évident, mais en plus, il faut qu'ils aient l'esprit Opimian. C'est-à-dire qu'il faut que leur vin ne se trouve que chez Opimian, au Canada, et il faut qu'ils soient disponibles. La preuve, ils sont là ce soir. Et ça, c'est pas si évident que ça, parce que beaucoup de gens veulent travailler un peu partout et trouver des bonnes maisons très fidèles, voilà, c'est pas facile, mais une fois qu'on les a, voilà, on est ravis avec eux. Donc ce soir, eh bien, il va y avoir, je crois que c'est Daniel qui commence, Daniel Benardo. Oui, c'est Donc Daniel. ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble pour le Canada. Donc, je ne vais pas présenter rien du tout parce qu'elle va le faire elle-même, c'est son domaine. Ensuite, il y a Nicolas Thévenot. Lui, ça fait plus longtemps, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Après, il y a Vincent Deserto qui, lui, ça fait aussi 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc, voilà, je suis ravi de vous les faire connaître parce que c'est des gens passionnants et passionnés. Voilà, quoi dire plus. Je ne veux pas trop parler parce que je veux leur laisser du temps, eux, de présenter leur vin. Donc, moi, comme je disais, je vais être obligé de vous quitter aussi parce que nous, c'est la fête en Beaujolais en ce moment. Et donc, moi, j'ai un petit groupe de musique, on en avait parlé la dernière fois, Ouais. une petite formation. Et donc, on a déjà joué hier soir et je rejoue dans un instant là. Donc, je vais être obligé de vous quitter, mais je suis ravi de vous voir chaque fois. Et écoutez les bons conseils de mes amis vignerons. Et voilà, je vous embrasse tous. Et puis, bon courage à vous, les petits loups, Nicolas, Vincent et Daniel, pour présenter votre exploitation. Et ça, elle mérite vraiment d'être découverte. Et vous verrez, n'hésitez pas à commander leur vin parce que c'est vraiment tout top. Voilà. Je vous embrasse tous. Allez. À très bientôt. C'est bien. Donc, on va commencer avec Daniel, comme Bernard a dit, mais je vais juste ajouter une petite chose. Si vous voulez nous poser des questions, allez-y, écrivez-les dans les chats. Après ça, moi, je vais les passer au vigneron. Et donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. On est là pour ça. Donc, je vais laisser la parole à Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis viticultrice dans les Hautes-Côtes de Nuits. Donc, c'est une région qui est située entre Nuits-Saint-Georges et Beaune. Et un peu dans les hauteurs, on est entre 300 et 400 mètres d'altitude selon les villages. J'ai repris le domaine en 2009, donc même si je ne suis pas une jeune viticultrice, je suis jeune dans le fait de vinifier. Le premier millésime vinifié, c'était 2009. Voilà pour ma formation. En fait, c'était mon frère qui avait repris le domaine. Et donc, moi, j'ai eu d'autres aventures avant de revenir ici.
j'ai refait une formation et puis j'ai passé le cap fin 2008 pour faire un cycle complet sur la vigne en 2009. C'est un domaine de 22 hectares. J'ai des hautes-côtes, des aligotés et j'ai des vignes qui sont sur la côte de Nuits et la côte de Beaune. Donc j'ai deux types de vignobles. Un vignoble avec des densités de 10 000 pieds hectares, on appelle ça vigne basse, et des vignobles ici dans les Hautes-Côtes qui sont entre 3 300 pieds et 5 000 pieds hectares et qu'on appelle vignotes et large. Donc en fait, j'ai deux types de vignobles à m'occuper et puis une équipe de 4 permanents avec tout le monde est capable de tout faire parce qu'on n'est pas assez grand pour être spécialisé, mais on va dire qu'il y a Jérémy qui est sur une des photos là, qui s'occupe de la vigne et plutôt de la cave avec moi et pendant les vendanges des vinifs. Il y a Vanessa qui est presque comme moi à faire de la commande de la vigne vinif. Elle peut aller à tous les postes. Véronique qui est dans les vignes et qui est plutôt à 100% dans les vignes, et puis Sylvain qui est plus tractoriste, donc en fait c'est tout ce qui est mécanisation dans les vignes, mais aussi travailler dans la vigne, puisqu'en fait sur des domaines comme ça, on n'a pas vraiment quelqu'un qui va faire que la cave ou que les vignes. Donc ça c'était pour l'équipe. Et puis notre région, ben, elle est belle, il faut venir nous voir. En fait, dans les Hautes-Côtes, on a de la vigne, des champs, des bois. C'est vallonné. En fait, toute la partie Haute-Côte, elle est formée par les Alpes et le Jura qui ont poussé, qui ont créé toute cette bande qu'on appelle la Côte de Nuits, la Côte de Beaune, qui va même jusqu'aux Côtes Chalonnaises. Et puis nous, derrière, ça a créé plein de petits vallons et des vallées. Et donc, en fait, c'est cette partie-là qui est en Haute-Côte de Nuits, au-dessus de Nuit-Saint-Georges, et en Haute-Côte de Beaune, au-dessus de Beaune. Donc, voilà pour la présentation. Après, je vais vous parler des vins. Donc, les vins dans le catalogue, on a donc le Bourgogne aligoté, le Bourgogne Haute-Côte de Nuits, Âge-Mûr en 2019. On a le Côte de Nuits Village en 2019 aussi. Le Ladois en 2019 et le Beaune Premier Cru Bélissant en 2018. Alors, je ne vais peut-être pas tout déguster avec vous ce soir, mais je vais faire un focus sur le Bourgogne aligoté. Donc, le Bourgogne aligoté, c'est cépage aligoté, donc c'est le deuxième cépage blanc de la Bourgogne, juste après le chardonnay. Et puis ici, sur les Hautes-Côtes, il a une caractéristique où, en fait, comme on a très peu de terre, parce qu'on a des sols très calcaires, on est au-dessus des extractions de pierres de Comblanchien. Donc, en fait, on a souvent des finales assez salines, un peu pierre à fusil. Et en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle les Aligoteurs. Donc, c'est le condensé de aligoté et hauteur, où en fait, on défend ce cépage qui a eu pendant beaucoup d'années une mauvaise réputation, où l'utilisation était limitée au fait de faire un kir, c'est-à-dire de mettre du cassis, de la crème de cassis et de la ligotée pour boire en apéritif. Mais il s'avère que ce cépage, s'il est bien travaillé, s'il est modéré en termes de rendement, et s'il est cueilli à maturité, il offre de lui-même vraiment d'autres parfums que celui du chardonnay. En plus, en termes de vigne, en fait, de plant de vigne, c'est un cépage assez résistant et il craint moins les maladies, il craint moins les dérèglements climatiques à ce jour que ce qu'on peut voir sur le chardonnay. Donc là, c'est un aligoté 2019. Alors 2019, c'était une année assez chaude, donc il fallait faire attention que ça ne soit pas trop lourd, qu'on garde le côté vif qu'on attend d'un aligoté. On est tous jaloux en ce moment. Comment? On est tous jaloux en ce moment. En fait, on aurait dû vous envoyer des petites bouteilles avant, mais c'était un peu compliqué. C'est pas grave. Donc, en fait, on est vraiment sur quelque chose d'un peu crème et beurré. On a un côté très floral, très fleur blanche. Et puis, toujours ce petit côté agrume qui est typique de ce cépage.
Alors, on a le côté un peu pamplemousse qui vient sur la fin. Et on a toujours la fraîcheur qui fait qu'on a envie d'y revenir sur un, sur un deuxième verre et voire un troisième verre. Mais c'est un vin qu'on va servir. Alors, nous, on sert au casse-croûte pendant les vendanges, mais pas que là. C'est le vin d'apéro. Ça va aussi bien sur de la charcuterie que sur des entrées de repas. Après, ça peut très bien matcher aussi avec tout ce qui est fromage de chèvre. Et puis après, en plat, moi j'aime bien le côté frais qui vient contrer un peu des plats un peu gras comme par exemple un saumon, de la sardine, des poissons gras par exemple, où il y a déjà du gras dans le poisson et donc la ligotée va venir apporter un petit peu de fraîcheur comme ça qui fait glisser les plats. Et j'avais une blogueuse qui l'avait associé avec des sardines justement, et c'est vrai que c'est pas mal. Et puis à l'apéro, ça permet vraiment une bonne entrée de repas parce que ça fait saliver un peu et ça vient pas alourdir pour ne plus avoir envie de passer à table. Donc c'est vraiment bien. Et en fait, mon père qui a 93 ans, c'est vraiment son blanc préféré, c'est-à-dire que il va boire 2 verres de vin par jour, ça sera 2 verres d'aligoté. Parce que donc c'est le seul vin qui continue à venir vérifier quand on fait les rentrées de vendange. Il vient voir comment ça se passe sur la ligotée, ce qu'il n'a pas envie qu'on loupe parce que c'est celui qui boit tous les jours. Donc, c'est bien. Il continue de vérifier si je fais bien mon job en fait. Donc on a un saut d'approbation double. Voilà, donc il y a une double approbation. C'est bien ça. Voilà, j'avoue que je ne savais pas celle-là. Et en fait, bon, on va dire que c'est moins connu que les appellations en chardonnay, mais ça commence grâce à notre interprofession et cette association, on commence à en parler de plus en plus et c'est bien parce que ça fait un autre vin, un autre type de vin en Bourgogne que les chardonnays. Voilà. Bien d'accord. Après, donc, on va passer, donc on reste dans les Hautes-Côtes, hein, dans ma région, près de mon village, et on passe sur le Bourgogne-Haute-Côte de Nuit Agemur en 2019. Donc, l'an dernier, je crois que vous aviez eu le 2018 déjà, sur lequel Jen avait mis un coup de cœur. Et là, sur le 2019, donc toujours cette magnifique année là, fait des vins qui sont déjà très bien à boire, où les tanins sont assez souples. Et puis sur les Hautes-Côtes, en tout cas, moi pour mes vignes, hein, toujours très peu de sol, donc on reste sur des vins qui dit légers par rapport aux vins de la côte. Donc ça peut s'associer facilement avec beaucoup de choses, aussi bien d'ailleurs un rouge qui peut aller aussi avec des poissons, mais des viandes aussi. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi sur des plats végétariens. Et donc là, on a vraiment un fruit frais. Donc moi, je suis plutôt adepte des vinifications longues où en fait, généralement, il y a 25-28 jours de cuvaison à la vinification. Et en fait, on laisse tranquillement venir en macération. On laisse les choses se faire sur la longueur. Donc ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de maîtrise, mais c'est presque de l'infusion, quoi. Et on laisse venir les arômes et à la fin on a une petite note poivrée et tout le départ c'est que du fruit. En fait on est sur la framboise, sur la cerise et à la fin il y a une note épicée. Les tanins sont fondus, on a une bonne longueur en bouche et c'est vraiment le vin qu'on peut prendre aussi à l'apéro parce que justement comme c'est pas très tannique, c'est pas très lourd, en fait on n'est pas forcément obligé de manger avec ou juste grignoter, mais ça s'associe aussi. J'avais fait une association avec un restaurateur sur Mâcon justement, qu'il avait associé avec des terres-mères, donc c'était juste au moment de Noël là, et on avait fait une dégustation avec lui, on l'avait associé sur des coquilles Saint-Jacques avec du chou et des lardons. Donc ce côté terre-mer et des pleurotes en fait. Donc c'est des champignons qu'on ramasse
à l'heure actuelle, les têtes de mort et tout ça qu'on ramasse dans les bois à l'heure actuelle. Et en plus, il y en a plein parce qu'on a eu beaucoup de pluie, donc on peut aller les chercher nous-mêmes. Mais voilà, c'est ces associations que je ferai en plus des associations qui vous ont été proposées sur le petit livret. Oui, effectivement. Alors après, on va passer en côte de Nuit-Village. Donc, on descend d'altitude, on descend de 200 mètres d'altitude. Et donc là, dans les Hautes-Côtes, mon village est assez près de celui de Nicolas. On se connaît très bien, on est à 800 mètres. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes expositions et les mêmes sols, donc on n'aura pas le même vin. Et là, je descends en côte de nuit et je ne suis pas très loin de Vincent. Donc on se connaît bien aussi. Et en fait, moi, c'est un mélange de 4 vignes qui sont situées entre Premaux-Prissé, Comblanchien et Corgoloin. Et c'est des vignes que mon père avait déjà eues en location, et c'est des vignes qui ont à peu près 70 ans d'âge, donc des très vieilles vignes avec des tout petits rendements. Et là, tout ceci est vendangé à la main. Bah, vous avez vu l'équipe aussi en photo sur le livret. Et donc, en fait, on fait une sélection déjà dans la parcelle, on retrie à l'arrivée en cuverie. Et puis là, pareil, vinification longue, ben, c'est le même schéma que l'âge mûr, et la différence sur les deux, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, en Bourgogne, les climats. C'est-à-dire que là, on va être sur le même millésime, c'est vendanger main, la même vinification, 1 an d'élevage en fût pour les deux. Et là, on va vraiment avoir le terroir qui va faire la différence. Donc, avec des terres un peu plus profondes, donc qui vont amener plus de richesse, plus de complexité au vin, avec une longueur en bouche également plus importante. Et sur le côte de Nuit-Village, je mets un petit peu plus de fût neuf. Donc, on l'aura aussi à la dégustation. On aura un petit côté boisé supplémentaire par rapport à l'âge mûr sur le Haute-Côte de Nuit. Donc là, on est plus sur le fruit noir, en fait. Le côté cassis, le côté mûr. On a toujours un côté alors encore plus épicé que dans le précédent. Et la longueur en bouche, elle est prolongée par un petit côté frais. Et on a un peu de cuir aussi qui vient après allonger cette bouche en finale. Donc voilà sur le côte de Nuit-Village. Alors après, c'est les 3 que j'avais choisi de mettre en avant ce soir par rapport à la sélection. Mais si vous voulez, je peux vous parler des autres sans les déguster. Je les connais bien. D'ailleurs, même là, j'aurais pu m'en passer, mais ça me fait plaisir Ah oui. de les revoir avec vous. Ben, une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que cette année, on présente des magnums. Et je pense que j'avais vu qu'il y a plus qu'un. Ouais, je pense que vous avez tous des magnums, si je me souviens bien. Oui, tous les producteurs, ce sont des magnums. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre un peu plus de l'avant. C'est très prisé par nos membres, les magnums. Et, alors, justement, sur les magnums, j'avais quelques plus vieux millésimes. Oui. Donc, en fait, on a choisi de mettre des plus vieux millésimes sur les magnums. L'avantage, en plus du magnum, c'est que justement, ça se conserve plus dans le temps en magnum qu'en bouteille. C'est un format qui est vraiment bien pour laisser attendre et ouvrir ça plus tard, en fait. Ah, super. Donc, encore plus une raison d'aller chercher ceux-là. Puis vous avez le millésime 2015 de votre bon premier cru. Vous avez aussi le 2017 pour les ranches. Je suis un peu curieux sur le nom, les ranches. Alors, les ranches, c'est le lieu-dit qui s'appelle comme ça. Donc, Okay. En Côte de Nuit-Village, je n'ai pas pu mettre de lieu-dit parce que c'est 4 parcelles sur des lieux différents qui sont associés lors de la vinification. Alors qu'en fait, là, sur les Ladois, c'est une parcelle qui s'appelle les ranches. Donc, les ranches, quand on regarde la signification, ça veut dire un peu les buissons, en fait. Donc, c'est cet espace qui est à l'entrée de Ladois. C'est une
des premières appellations en Côte de Beaune. En fait, s'il y avait une frontière, ça serait juste avant. Où en fait, on quitte la Côte de Nuit, on arrive sur le village de Ladois. Et donc, c'est un des premiers villages en Côte de Beaune. Et en fait, c'est une vigne qui est très bien placée, qui est limite des premiers crus. Les premiers crus sont juste au-dessus de cette parcelle. Et tout vient de cette même parcelle, les Ranches. C'est pour ça qu'il y a cette dénomination. Super. Puis par rapport, pendant qu'on a le temps, on pourrait aussi parler du bon premier cru Magnum, qui est en 2015. Alors, 2015, c'était une année très solaire. Donc, on a le soleil dans la bouteille. C'est un millésime qui demandait justement à être un peu conservé parce que les tanins étaient très présents. Donc, je n'ai pas rouvert un Magnum dernièrement, mais j'ai quand même rouvert une bouteille pour voir ce que ça donnait. Et là, à ce jour, c'est très bien à boire. Les 15 se sont réouverts parce que souvent, sur certains millésimes, en fait, vous avez dû l'observer, c'est-à-dire qu'ils sont bons dans leur jeunesse et puis à un moment donné, ils se ferment un peu et puis un peu plus tard, ils se réouvrent. Et en ce moment, les 2015 se réouvrent et ils sont très généreux, en fait. Donc, on a souvent le côté très confituré sur des fruits un peu cuits, un peu confiturés par rapport à des millésimes comme 2017 où on est plus sur le fruit frais en fait, ou même 2019. Mais 2015, on sera plus sur un fruit confituré et c'est très très épicé pour le coup. Voilà. Et sur le Beaune premier cru, alors tout à l'heure je vous disais, en fait, il y a cette histoire de terroir bourguignon, de climat, où en fait, quand on connaît bien nos vignes, elles nous donnent souvent des constantes comme ça. Et par exemple, sur mon Côte de Nuit village, c'est toujours poivré. J'ai toujours le poivre en fin de bouche. Sur mon Ladois, j'ai toujours le côté cerise, noyau de cerise. Vous savez, quand on garde le noyau en bouche et qu'on le triture un peu amande, là, et ben, sur mon Ladois, j'ai toujours ça. Et quel que soit, alors après, on a des nuances évidemment d'un millésime à l'autre, mais en tout cas, c'est ce qui va être typique de cette parcelle. Et sur mon Beaune premier cru Bélissant, ce qui est très typique, c'est qu'on a toujours une finale un peu réglisse, un peu mentholée. Et ça, je le reconnais, si je déguste à l'aveugle, c'est comme ça que je reconnais mon Beaune, c'est qu'il y a toujours cette finale un peu mentholée, un peu réglisse qui vient sur la fin de la bouche. Désolé, Denis, c'est qu'il y a du monde qui rentre. Anaïs est en train de faire rentrer du monde, donc j'ai essayé de les voir. Désolé pour ça. Je crois que c'est une coiffure, mais... Oui, les gens arrivent, donc c'est bien, ça tombe bien, on est de plus en plus. Au fait, je voulais juste retourner un petit peu vite. Tu as mentionné le alligator. J'ai vraiment beaucoup aimé la description. Vous êtes combien dans ce regroupement? Alors, en fait, on a commencé, on était une dizaine. Et maintenant, on est 35, je crois, ou entre 35 et 40. On fait un événement par an où c'est que des Bourgognes ligotés. Et en fait, on veut promouvoir ce cépage qui a pour moi autant d'importance que le chardonnay. Alors là, les trois, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça vaut le coup et c'est vraiment une autre porte d'entrée sur les blancs de la Bourgogne. Et c'est moi ce côté frais et ludique, en fait, c'est presque ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on peut parler, boire ce vin en même temps et ça fait partie. C'est un vin de copain, j'allais dire. C'est le vin qu'on va ouvrir avant de faire un grand repas. C'est le vin, nous, qu'on ouvre quand on va se voir entre collègues. Et après une réunion, tout ça, voilà, on va ouvrir une bouteille d'aligoté et on va se la partager ensemble. C'est un vin de partage. Voilà. Puis c'est vrai qu'on le connaît bien, en tout cas, du moins au Québec. Je ne sais pas si partout au Canada ça est connu quand même, mais vous avez parlé du kir. Justement, ça fait très typique. Mais j'avoue que souvent, j'ai eu la chance de goûter la ligoté en dehors et il a beaucoup plus à offrir. Puis c'est ce que je pense que j'ai trouvé très intéressant, justement, sur ce cépage. Puis je suis content de voir à quel point il y a ce mouvement, justement. C'est bien, c'est très bien. Malheureusement, vu l'heure et vu les réseaux qu'on a dans nos villages, je ne pouvais pas faire la conférence dans la cave.
Mais en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je le vendange à la machine à vendanger. Celui-ci, contrairement aux autres vins que je vendange machine, c'est que il faut le vendanger à maturité. C'est-à-dire que c'est un vin qu'il faut savoir attendre pour justement ne pas avoir juste cet arôme citronné qu'on retrouve, pour avoir plus de complexité dans ce vin, pour avoir des arômes floraux, pour avoir des arômes de fruits mûrs. Il faut l'attendre en fait. Donc, il faut attendre presque que le grain soit doré avant de le cueillir. Donc, en fait, il faut être patient en plus pour le récolter. Mais lorsque c'est fait avec des rendements très corrects et à bonne maturité, c'est vraiment plaisant. Voilà. C'est un cépage qui aime se faire vouloir. Voilà, exactement. Donc, alors, est-ce que je redonne les numéros de lot parce que j'ai présenté les vins comme ça, mais donc le Bourgogne à ligoter, on est sur le lot 2994. Le Ladois les Ranches, on est 2995. Le Beaune premier, alors ça c'est en Magnum, excusez-moi, le 295. Le Beaune Bélissant en Magnum, on est 296. Sur le Côte de Nuit Village, on est à 290. Sur le Haute-Côte de Nuit, 291. Et puis après, j'avais noté sur le Ladois les Ranches, donc en bouteille, on est à 292. Et sur le Beaune Premier Cru Bélissant 2018, en bouteille, on est à 2993. Donc, voilà. Ce sont les numéros de lot. Donc, est-ce que quelqu'un avait des questions pour Daniel? Sinon, au pire, pas peur, on va y revenir. On va poser d'autres questions s'il y en a besoin au producteur. Donc, on aura toujours la chance de revenir. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. On va attendre 30 secondes juste pour voir s'il y a quelqu'un. Pas stresser personne pour taper. Sinon, déjà, c'est bien. Puis en passant, c'est plaisant de voir que vous avez une photo d'hiver avec la neige. Oui. Ça nous fait nous sentir moins seuls dans notre coin de pays. Non, on a une photo d'automne là, avec la petite chapelle qui est entre les deux villages. Là, et puis, on a la photo. C'est étonnant que vous ne l'ayez pas vu passer, mais celle où je suis prise avec ma chienne Déon. Là, mais généralement, vous allez la voir passer devant l'écran avant la fin de la session, je pense. Ah oui, définitivement. Donc, c'est bon. Je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, Daniel, merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Donc, on va peut-être avoir d'autres questions vers la fin, mais en attendant, on va passer à Nicolas. Nicolas Thévenot, du domaine Thévenot. Oui, donc, écoutez. Thévenot Lebrun, excusez. Je manquais une partie. Ouais, bonjour à tous. Écoutez, je suis très content d'être là ce soir pour nous, cet après-midi pour vous, pour parler de mon domaine et des vins qui sont présentés au cellier d'Opimian. Donc là, moi, je me situe en fait dans le caveau de dégustation du domaine. Ce n'est pas un chalet. Hein. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui passent le week-end dans les chalets au Canada, si j'ai bien compris. C'est juste le caveau de dégustation avec un peu de bois, mais pas mal de pierres. Donc, je vais présenter rapidement le domaine et puis me présenter en fait, Nicolas Thévenot. Donc, j'ai repris un domaine familial, le domaine Thévenot-Lebrun. Donc, il y a deux noms. Thévenot, c'était le nom de mon grand-père, et Lebrun, c'était le nom de jeune fille de ma grand-mère. En fait, donc le domaine, il est familial depuis plusieurs générations, mais j'allais dire avant eux, c'était plutôt une ferme en polyculture. C'est un peu ça refait un petit peu l'histoire des domaines des Hautes-Côtes. Et c'est leur génération qui, à partir des années 60, a replanté pas mal de vignes. C'est à ce moment-là que l'appellation Haute-Côte a été créée dans les années 60. Donc voilà, tout ça c'est fait. C'est mon oncle et mon père qui ont repris le domaine après eux. Et puis moi, je suis revenu travailler avec eux en 2007 après une courte expérience en tant qu'hydrologue, en fait, qui est ma formation, qui était ma première formation, plutôt dans l'hydrologie et la météorologie. Donc voilà, je suis revenu travailler en 2007. Donc le domaine aujourd'hui, si tu as Marélie-Fussay, on a 30 hectares de vignes uniquement dans les Hautes-Côtes. Donc en fait, on produit que des Hautes-Côtes et du Bourgogne à ligoter, dont on a pas mal parlé avec Daniel. Donc, je vais vous parler beaucoup de la région Haute-Côte. Alors, comme disait Daniel, en fait, on se connaît très, très bien. On est tous les deux très impliqués, on va dire, dans le syndicat d'appellation Haute-Côte, parce que du coup, je suis président, elle est vice-présidente. Donc là, on est en force
avec les Hautes-Côtes. Donc voilà, de domaine, c'est aujourd'hui 30 hectares. En vigne haute et large, hein, ça c'est un peu une particularité. Alors c'est un peu technique, mais en tout cas, c'est une particularité de l'appellation. Bref, quand ils ont replanté dans les années 60, on a eu la possibilité de planter avec ce mode de culture. Alors qu'il y a beaucoup d'avantages, je suis complètement subjectif parce que forcément, comme j'ai jamais que travaillé les vignes hautes et larges, donc j'y vois beaucoup d'avantages évidemment. Voilà, donc on travaille en vignoté large. On a toutes nos vignes qui sont dans un rayon d'1,5 km autour du domaine. Ce qui est aussi assez plaisant parce que ce n'est pas très courant finalement en Bourgogne, mais ça nous permet d'avoir des terroirs qu'on connaît bien, qu'on a le temps d'aller voir. Hein. C'est ce que je raconte souvent. Pour moi, si je veux faire le tour de mes parcelles, je prends mon vélo, en 1 heure, j'ai pu passer pratiquement dans toutes mes parcelles. Donc ça permet d'avoir une vision globale de la situation dans les vignes et puis de pouvoir intervenir vraiment plus justement. Donc voilà, donc aujourd'hui le domaine, moi donc de ma génération, parmi ma sœur, mes cousins, cousines, je suis le seul à être revenu sur le domaine et puis j'ai une équipe de 5 personnes qui travaillent en permanent sur le domaine. Donc, une personne au DREC qui est plutôt côté vente, au caveau, administratif et suivi des commandes. Puis après, 4 personnes plus polyvalentes de Lucas, 2 personnes de jeunes qui s'appellent Lucas, donc qui font tout le côté tracteur et essentiellement vigne. Et Laura et Floriane qui sont qu'on leur travail partagé entre la vigne, qui est quand même la chose la plus importante, en tout cas pour laquelle on passe le plus de temps, et puis qui m'aide en cuverie et qui s'occupe des préparations de commandes. Donc voilà un peu pour la présentation de l'exploitation. Alors je vais vous présenter les 3 cuvées. Hein, donc au cellier, là, on a 3 cuvées, 2 Hautes-Côtes et 2 Hautes-Côtes de nuit, parce que c'est notre production principale. Donc, je vais commencer par alors je vais donner le nom de la cuvée, puis le numéro, hein, c'est la 3010. Donc c'est Haute-Côte de nuit blanc, millésime 2020. Donc ça, c'est une appellation, c'est une cuvée qui n'a pas de nom de terroir particulier, parce qu'en fait, c'est un assemblage de 2 parcelles. Et la particularité d'une de ces parcelles, en tout cas, c'est qu'elle est plantée en cépage Pinot Blanc, hein, qui est un cépage, alors qu'il y a un autre cépage de la Bourgogne, après le Chardonnay, après la Ligotée, qui est beaucoup plus confidentiel, beaucoup moins répandu que le Chardonnay, évidemment, mais qu'on retrouve quand même sur certains terroirs, alors de la Côte de Nuit et des Hautes-Côtes de Nuit. Si vous voulez, le Pinot Blanc, c'est un cépage qui est historiquement présent en Bourgogne et qui se prête bien au terroir assez frais. Donc, on peut avoir, nous, dans les Hautes-Côtes, avec ces vignobles qui sont un peu en altitude, hein, 100-200 mètres plus haut en moyenne que la Côte de Nuit. Donc, ça se traduit toujours en moyenne sur l'année par 1 degré de moins. Et donc, voilà, le Pinot Blanc, il se prête très bien à ces terroirs. Donc, là, on a un vin qui est à peu près à 50% Pinot Blanc, 50% Chardonnay. Donc, ça reste quand même très typiquement bourguignon. Mais le Pinot Blanc, il va apporter quelque chose d'aromatique, hein, un peu floral, un peu fruit blanc, légèrement plus prononcé que sur les Chardonnays bourguignons classiques. C'est un vin qui est une cuvée avec très peu d'élevage en fût de chêne, en fait. Hein. Il y a à peu près 20% qui est élevé en fût sur des fûts assez anciens. Donc, on garde une bonne fraîcheur, quelque chose de bien dynamique, même sur le millésime 2020, qui était un millésime très chaud en France et en Bourgogne, avec un été très chaud. Donc voilà, c'est un vin qui est encore une fois assez aromatique, assez frais, donc qui conviendra très bien soit à l'apéritif en grignotant quelques feuilletés, des choses assez simples. Ça ira aussi très bien sur des poissons. Pas forcément des poissons hyper gras, hyper puissants, mais aussi bien sur des choses un peu grillées, légèrement iodées. Et pourquoi pas sur des entrées, mais voilà, c'est un vin qui s'adapte très bien à des plats conviviaux assez simples. Je parlerai ensuite des 2 autres cuvées. Alors, la cuvée, le 3007, c'est aussi un vin blanc, Haute-Côte de Nuit toujours. Hein. Vous avez compris qu'ici,
En tout cas, au domaine, c'est pratiquement que ça. Et c'est un vin blanc qui vient du terroir du Clos du Vignon. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce terroir du Clos du Vignon, qui, en fait, c'est un Clos du Vignon. Alors, vous avez vu que c'est marqué monopole. Et monopole, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que on est les seuls à exploiter ce clos. C'est un grand clos qui fait 7 hectares. Alors, vignon, en fait, dans le patois local, ça voulait dire petite vigne. En fait, c'est une petite vigne qui n'est pas si petite que ça, quoi. C'est un clos qui fait quand même 7 hectares. Et alors, la particularité de ce clos-là, c'est qu'en fait, c'est une seule parcelle cadastrale. Donc, en fait, il n'a jamais été divisé. Et je vous fais un petit peu l'histoire parce qu'en fait, elle est très liée à l'histoire de mon domaine et même à l'histoire de l'appellation de Haute-Côte. C'est-à-dire que, en fait, il est aux abords d'une ancienne abbaye qui a été une abbaye jusqu'à la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ça date un petit peu, mais en tout cas, on sait par rapport à l'histoire de cette abbaye que le clos, il a été cultivé en vigne à partir du Moyen Âge, exploité pendant plusieurs siècles. Il a certainement été arraché à la fin du 19e avec la crise du phylloxéra, puis après, il n'a pas été replanté. Et ça, c'est un peu l'histoire des Hautes-Côtes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de vignes jusqu'à la fin du 19e. Tout a été arraché avec le phylloxéra. Donc, c'est un peu l'histoire du vignoble français et européen. Et du coup, il a été replanté. Il n'a pas été replanté, en fait. Il n'a pas été replanté. Et c'est mon arrière-grand-père qui a racheté ce clos en friche dans les années 30, lors d'une vente des anciens biens de cette abbaye qui s'appelle le Lieu-Dieu. Et en fait, à l'époque, ils l'ont défriché pour mettre c'était un pâturage, en fait. Ils allaient mettre leurs vaches. Je vous disais que c'était une ferme en polyculture, même s'ils ils ont toujours fait un peu de vin et vendu du vin, mais bon, il y avait plusieurs choses. Et c'est mon grand-père qui l'a replanté dans les années 60, quand l'appellation Haute-Côte a été créée, et que la plupart des vignes dans les Hautes-Côtes, en fait, ont été replantées à partir des années 60 et jusque dans les années 80. Voilà, ça, c'est un peu l'histoire du clos. Et le clos, ils l'ont planté en chardonnay, donc c'est ce vin, et en pinot noir, c'est le vin qu'on verra après. Donc là, en fait, on est sur cette partie en chardonnay. C'est encore en partie la vigne de départ, donc qui a été plantée en 64 et 65, donc des cèpes très anciens. Il y a une partie qu'on a commencé à renouveler parce qu'on a un peu anticipé, on peut pas tout renouveler d'une seule fois. Donc, l'idée, c'est de renouveler les vignes petit à petit pour garder une continuité dans les vins. Donc, le coteau, il est vraiment plein sud, très bien abrité par des bois qui l'entourent, avec un terrain plutôt pentu et très calcaire, en fait, assez minéral. La partie chardonnay, en fait, c'était un peu empirique, mais ils l'ont planté sur une zone où il y avait de la roche presque qui affleurait, puis des argiles un petit peu jaunes. Voilà, donc ça, l'expérience montrait que c'était plutôt des terres à blanc. Et il y avait une partie dans le clos d'à peu près 1,5 hectare qui était dans ce cas-là, et c'est là que le chardonnay a été planté. Donc là, on est sur un 100% chardonnay, quelque chose de, je dirais, vraiment un beau Bourgogne bien classique. Il y a un élevage qui est un peu boisé, en fait. Il y a un tiers de fût neuf, un tiers de fût ancien, puis un tiers de cuve. Donc là, on trouve un équilibre où on garde quand même le côté fruité. On a de la minéralité qui est amenée par ce terrain très calcaire avec une belle longueur. Et puis, quand même, un petit peu le gras, la complexité qui peut être aussi amenée pour cet élevage de fût qui reste vraiment très modéré et vraiment très bien fondu. Donc là, on est sur un vin blanc un peu plus complexe, peut-être qu'on va pouvoir ouvrir sur des plats un petit peu plus cuisinés que le précédent, que l'autre côte de nuit simple. Millésime 2019 aussi, donc un vin qui a un an de plus, sur un millésime qui, nous, là, sur le village, a peut-être plus de finesse aussi que 2020. C'est-à-dire qu'on a eu 2 étés chauds, mais en 2020, on a eu des chaleurs très fortes en fin de maturation et pendant la récolte. En fait, ça mûrit très, très, très vite les derniers jours, mais vraiment, c'était impressionnant. Donc voilà, on a un peu plus de chaleur et d'aromatique un peu mûr dans les 2020, et je dirais plus de finesse et de minéralité dans les 2019. Donc voilà un petit peu pour ce Bourgogne Haute-Côte de Nuit blanc Clos du Vignon, donc le numéro 3007. Et ça m'amène au 3008, le Clos du Vignon, la partie rouge, donc la partie pinot noir de ce clos
qui a à peu près la même histoire que la partie en blanc, hein, avec ces vignes qui ont été plantées dans les années 60. Là, on a déjà renouvelé deux parties par rapport à la vigne d'origine. Donc, une partie qu'on a renouvelée à la toute fin des années 90, qu'on a replantée en 2000, et une partie qu'on a replantée en 2013. Donc là, on a un peu plus de surface. On est donc voilà, sur des coteaux vraiment, vraiment très pentus et qui vont vraiment profiter des journées ensoleillées qu'on a dans les Hautes-Côtes, quoi. Un peu plus d'altitude, un peu plus de fraîcheur, mais sur ces terrains-là, dès qu'on a le soleil, il fait très chaud. Et on est très bien abrité des vents du nord par des bois qui sont sur le haut de la colline, en fait. Et en fait, c'est assez intéressant. En fait, on a souvent, nous, dans notre région, à la fin d'été, au moment des vendanges, la bise, c'est le vent local qui vient du nord et donc qui nous amène un peu de fraîcheur. Et quand la bise souffle, on a souvent beaucoup de lumière. Et c'est vrai que quand on est sur ce terrain très abrité, où on n'a pas le vent et qu'on prend le soleil avec la pente plein sud, on a tout de suite quelques degrés de plus que sur la plupart de nos autres terroirs. Et comme le disait Daniel, en fait, l'appellation Haute-Côte, elle est très étendue et en fait, on a plein de terroirs différents. On a une multitude de terroirs dans les Hautes-Côtes. Et du coup, voilà, une grande diversité de terroirs, une grande diversité de vins. Donc, après, sur une même appellation Bourgogne-Haute-Côte-de-Nuit, vous allez pouvoir vraiment trouver une diversité très importante de vins. Donc, là, le vin, on fait des vinifications plutôt classiques. Hein, voilà, pas trop d'intervention, entre 15 et 20 jours de macération. Et puis, avec un élevage là d'un an en fût de chêne. Il y a quelques fûts neufs, mais c'est majoritairement des fûts de 1 à 3 vins. Donc, on ne va pas être marqué sur le bois, quoi, hein. On garde un nez qui est plutôt sur le fruit, en fait. Souvent, la typicité de nos vins, c'est sur les petits fruits rouges, petits fruits noirs, hein, type cassis, groseille, framboise. Et puis, sur la dégustation, encore une fois, beaucoup je dirais de fraîcheur, de dynamique, avec le côté fruité, toujours des notes un petit peu épicées qui relèvent un peu le vin. Et puis, je trouve aussi que c'est un vin rouge où il y a de la minéralité. Alors, c'est un concept minéralité qui est en fait dur à exprimer par des mots, et encore plus sur des vins rouges. Mais en tout cas, voilà, on a toujours sur cette cuvée, millésime après millésime, de la longueur, quelque chose qui reste en fin de bouche. Voilà, avec des tanins qui sont relativement fins, mais qui donnent vraiment cette continuité, cette longueur. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve d'une année à l'autre. Donc là, je dirais que c'est un vin rouge qui est plutôt polyvalent. Il y a une bonne structure, mais c'est quand même plutôt, ce qui le caractérise, c'est quand même plutôt cette finesse et cette minéralité. Donc, c'est un vin blanc qu'on peut ouvrir, je pense, avec une bonne diversité de plats, des viandes. Alors, ça peut être des viandes un peu cuisinées, mais pas forcément trop grasses, en tout cas, à mon sens. Pourquoi pas des choses, des plats végétariens, comme le disait Daniel, enfin, des choses un peu plus simples, légèrement épicées. Voilà, je pense que on peut vraiment faire beaucoup d'essais en termes culinaires avec ces vins, parce que en tout cas, ils vont pas prendre le dessus sur la majorité des plats, mais en même temps, ce petit côté tannique avec la longueur et la minéralité, ben, ça lui donne quand même un peu de caractère, quoi. Il y a ce caractère-là qui va donner des bonnes associations. Je n'ai pas parlé des associations avec le blanc, le Clos d'Ivignon blanc, mais en tout cas, moi, dans mes souvenirs, alors le vin blanc, voilà, ça peut être poisson, apéro, mais c'est aussi, il y a des super associations avec des fromages, en fait. Alors bon, moi, j'ai plutôt des références sur les fromages français. Je ne sais pas au Canada exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, sur des fromages jurassiens, alpins, type reblochon, morbier, ou des comtés, pas trop, des fromages à pâte cuite, pas trop affinés. On a des associations vraiment, vraiment intéressantes avec les vins blancs.
Et en fait, pour finir, donc le vin rouge Clos du Vignon Monopole en 2019, on le propose également au cellier en Magnum. Et donc, on a parlé un peu des Magnums. Daniel disait que ça se gardait bien. Et du coup, ça me fait penser à une expérience, enfin, en tout cas un souvenir plat vin que j'ai pu avoir il n'y a pas très longtemps. En fait, j'ai rouvert un Magnum de Clos du Vignon 1981, qui est mon année de naissance. Voilà. Et en fait, on l'a bu avec un bœuf bourguignon, donc quelque chose d'assez traditionnel ici. Hein, c'est du bœuf cuisiné avec du vin rouge. Et franchement, c'était bon, quoi. Alors que c'était une année, alors moi, évidemment, je ne me rappelle pas, mais on m'en a souvent parlé, qui n'était pas forcément très facile en termes, au niveau météorologique, quand j'en parle avec mon père et mon oncle. Et finalement, eux étaient pas, enfin, pour le coup, je ne l'ai pas vu avec eux, mais ils n'étaient pas forcément hyper en disant, ouais, cette année, c'était quand même pas hyper facile, 80, 40 ans après. Qu'est-ce que ça donne? Et ben en fait, ouais, c'était le vin qui n'est pas forcément dans les standards de ce qu'on peut goûter tous les jours. Mais en tout cas, il y avait vraiment, c'était agréable. Il y avait des notes de fleurs séchées, encore beaucoup de finesse, et puis toujours cette tension, cette minéralité en fait qui amenait une super dynamique sur le vin, quoi. Et franchement, enfin, ça m'a fait penser ça m'y a fait penser en parlant de Magnum, mais je pense que ça restera un de mes souvenirs de dégustation plat qui me restera là dans les prochaines années, quoi. Donc, alors après, on n'est pas obligé de garder les vins 40 ans avant de les ouvrir, on est bien d'accord. C'est quand même des vins en termes de garde qui vont se garder très bien quelques années. 40 ans, c'est extrême, mais il y a une très bonne cave. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi quand on garde les vins si longtemps que ça. Je pense que enfin, voilà, c'est des vins qu'on peut vraiment ouvrir jeunes parce que ce n'est pas des gros tanins, c'est des choses assez, qui restent dans la finesse. Mais si on est amateur de pinot noir un petit peu ancien et surtout, et si on a les moyens, les conditions pour les garder, il ne faut pas hésiter, on peut. Super. Donc voilà un petit peu comment je peux présenter mes vins et mon domaine. Super. Ben, écoute, Nicolas, j'ai quand même quelques questions dans le chat. Je Je vais en réponds garder avec une pour plaisir. la fin, qui est pour le monopole, parce que la question est quand même un peu plus générale à savoir si le monopole, comment marche, je dirais, les monopoles dans la Bourgogne. Mais ça, je vais garder un petit peu plus vers la fin pour vous trois. J'ai deux questions un petit peu plus spécifiques. Il y en a une sur combien de caisses produis-tu pour chacun des vins par année? Et conséquemment, il y en a une autre qui pose la question sur la médaille gagnée pour le lot 3007, qui est le Clos du Vignon Blanc, le Chardonnay. Donc, il veut juste savoir comment a été le concours en soi. Donc, il y a deux questions un peu plus Ok. spécifiques. Alors, combien de caisses je produis sur chaque cuvée? Alors après, il y a les caisses que je produis pour la cuvée totale et les caisses qui sont proposées au cellier. La question, c'est sur ce que je produis en total. Oui, Ouais. exactement. Parce que j'ai plus en tête exactement là ce qui est proposé au cellier, mais bon, ça doit être noté Je m'en de souviens votre plus non côté. plus. Ouais, ok, mais bon, c'est pas. En tout cas, voilà, le Haute-Côte de Nuit, je produis à peu près 15 000 bouteilles. Alors, moi, je parle plutôt en bouteilles qu'en caisse de 12, mais on fera très, très facilement le ratio. Ouais. Le Clos du Vignon Blanc, alors ça dépend un petit peu des années, mais on va dire entre 5 et 8 000 bouteilles en fonction de ce que nous donne la nature, on va dire. Et puis le Clos du Vignon Rouge, on va produire ça dépend des années, entre 12 et 20 000 bouteilles. Alors, si vous faites le ratio par rapport aux surfaces, notamment sur le Clos du Vignon Rouge, ça fait des très petits rendements, mais c'est-à-dire qu'en fait, sur ce clos qui est assez grand, ça peut m'arriver des fois entre guillemets, de déclasser une partie de la cuvée et l'utiliser pour une cuvée qui n'est pas proposée au Céliane, mais de Haute-Côte de Nuit générique, en tout cas, sans nom de terroir particulier. Non, parfait. Et l'autre question, c'était sur la médaille pour le Clos du Vignon Blanc, donc la cuvée 3007. Alors, pareil, j'ai plus en mémoire, mais en tout cas, je ne sais plus parce qu'il a dû avoir plusieurs récompenses, mais je pense que j'ai parlé du prix d'excellence des Hautes-Côtes. Je crois que c'était lui, oui. Ouais, le prix d'excellence des Hautes-Côtes, en fait, c'est un concours qui est organisé par le syndicat des Hautes-Côtes depuis très longtemps, en fait, depuis le début de l'appellation et même les premières éditions ont eu lieu avant la création de l'appellation qui est
qui date de 61. Donc, en fait, on va fêter les 60 ans. Enfin, on fêtera les 60 ans l'année prochaine parce qu'avec tout le Covid, tout ça, on a décalé. Donc voilà, ce prix d'excellence, c'est un concours qui est organisé par le syndicat d'appellation où il n'y a que des vins de Haute-Côte, Haute-Côte de Nuit et Haute-Côte de Beaune qui sont dégustés. Et puis, quoi dire sur ce concours? Voilà, c'est un concours officiel. La particularité un petit peu, c'est que en fait, les vins sont goûtés par un jury de 5 à 6 personnes, mais qui ne sont pas à la même table. Donc en fait, les gens goûtent les vins, mettent une note entre 0 et 20. Et puis, les vins qui ont le prix d'excellence, en fait, c'est tous les vins qui ont une note supérieure à 13, sachant qu'on ne peut pas primer plus d'un tiers des vins. Donc, s'il y a plus d'un tiers, on remonte la note pour qu'il y ait un tiers des vins. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu voilà comment je peux parler de ce concours. En plus, avec la pandémie, maintenant, c'est encore plus qu'ils vont être à chaque table différente. Donc, c'était déjà prêt. Alors, malheureusement, on n'a pas pu faire la dégustation en 2020. Et on l'a refaite en 2021, effectivement, en faisant très attention aux mesures sanitaires. Ah, oui. Tout a été mis en pause. Eh bien, si vous avez d'autres questions par après pour Nicolas ou pour les autres producteurs, encore une fois, on va les faire à la fin, mais je pense que le temps avance malheureusement et je dois quand même introduire Vincent qui est tout aussi plaisant à parler avec. Donc, merci Nicolas. Et sans préambule, je vais tout de suite y aller avec Vincent du domaine Deserto Ferrand. Bonjour à tous. Et je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Il y a une chose un peu intéressante à relever. Tous les trois, Daniel, Nicolas et moi, on se tient dans un rayon de 5 km. Bon, moi, je suis sur la côte. Les deux sont dans le vignoble des Hautes-Côtes. Et c'est marrant parce qu'on a énormément de points communs, que ce soit sur les appellations. Mon papa était très proche du grand-père, parce qu'on a des générations très longues à la maison. Mon papa était très proche du grand-père de Nicolas. Ils ont travaillé beaucoup ensemble dans les années 50-70 pour justement développer ce mode de conduite alternatif en vignoble, dans lequel on s'était impliqué également. Autre point commun aussi, je suis revenu sur le domaine, pas sur le tard, je suis revenu à 30 ans. Je suis agro au Paris et j'ai travaillé une petite dizaine d'années. J'ai travaillé un petit peu en Afrique et j'ai travaillé 7 ou 8 ans à Paris. Et quand notre fils Bastien est né, on a pris la décision avec mon épouse de revenir sur le domaine et c'est la meilleure décision qu'on ait prise de notre vie. À la fois pour nous et puis pour notre fils qui maintenant fait ses études à l'Institut de la vigne et du vin à Dijon et qui se destine à reprendre le domaine. Voilà, donc on a un domaine familial, mais c'est exactement la même chose, parce que on n'est pas au même endroit, mais c'est vraiment typique du domaine bourguignon qui se transmet de père en fils. Le domaine a été fondé par mon arrière-grand-père en 1895, qui lui était pas vigneron aussi à l'origine, il épousé une femme de vigneron de Courbevoie, et il a fondé le domaine en 1895. Mon grand-père a pris la suite, mon père et ma mère ont pris la suite. Papa a commencé à travailler très tôt dans les vignes, forcément, comme tous les gens de sa génération. Il s'est marié dans les années 60. Et c'est vraiment ma maman qui a boosté le côté commercial de la maison. Elle a un esprit très commercial. Et d'où le nom de Deserto Ferrand. En fait, c'est vrai que maintenant, dans la plupart des domaines en Bourgogne, on a souvent deux noms. Thévenot-le-Brun, c'en est aussi une illustration. Nous, c'est Deserto Ferrand. Ma maman avait un petit réseau à l'époque. Elle a dit, écoute Bernard, on va mettre mon nom à côté. Et puis moi, ça me permettra d'avoir des entrées pour commercialiser nos vins plus facilement. Et effectivement, ils ont commencé... mais comme beaucoup qui avaient l'esprit de développer, ils ont commencé dans les années 60 à développer vraiment fortement la vente en bouteille. Donc, notre domaine fait aujourd'hui une vingtaine d'hectares. On exploite de Meursault à Nuits-Saint-Georges. Alors, effectivement, on a des grandes différences de typicité dans les appellations. Et on a également donc ce double mode de conduite. C'est marrant que les trois vignerons aussi, on ait les trois modes de conduite. Donc en vignote et large pour nos appellations régionales et en vigne basse pour nos appellations communales. Papa a été convaincu d'emblée des intérêts du mode de conduite en vignote et large, que nous n'avons malheureusement
pas réussi à pérenniser, nous, sur nos… Mais bon, après, on va rentrer dans des considérations de réglementation qui sont très pointues. On n'a pas réussi à le pérenniser sur nos appellations. Et on s'est battu très fort, nous, et on a réussi à sauver nos vignes d'appellation régionale jusqu'à leur arrachage. Donc, vu que c'est des vignes qui vont bientôt avoir 50 ans, bon, moi, je devrais aller au bout avec. Hein. J'ai 55 ans, ça devrait le faire, mais bon, notre fils Bastien, il faudra qu'il se pose des questions. Hein. Voilà. Donc, 24 hectares sur une douzaine d'appellations. Notre équipe, vous avez la photo en page 49. Hein. Il y a tout le monde sauf notre tâcheron. Donc, je suis associé avec ma sœur Christine. Hein. On a une entente familiale qui va très, très bien. Donc, on travaille ensemble. Mon épouse Geneviève travaille avec nous également. Elle s'occupe du commercial et de l'administratif, principalement au bureau. On a 2 salariés tractoristes, donc Brian et Pierre, que vous voyez sur la photo également. On a un petit apprenti corse, fils de viticulteur en Corse, ce qui nous fait découvrir d'autres choses. Alors là, il y a notre fils Bastien qui est tout en haut des escaliers parce que notre tâcheron n'était pas là. Il se trouve que Bastien, vu qu'il a une rentrée tardive, il était là pendant les vendanges, donc on en a profité pour cette photo. Et vous voyez aussi sur la photo, il y avait le chat qui avait envie vraiment d'arriver sur la photo, là, qui est sur la première marche. On a eu la chance cette année, donc ça fait le 4e cellier auquel on participe, hein, avec une persistante sur notre colonie village Les Perrières, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment l'identité de la maison. Et on a la chance cette année que Jane Master ait bien apprécié nos vins. Elle a sélectionné 3 vins blancs et 5 vins rouges. Hein. Donc, je ne vais pas dire qu'elle a tout sélectionné ce qu'on lui avait proposé, mais elle nous a fait un très très large choix. Autre particularité, bon, dans notre sélection en blanc, je vais prendre les blancs, hein. On va commencer par les blancs et après les rouges. Ce n'est pas tout à fait l'ordre du cellier. Donc, on commence, nous également, par un Bourgogne ligoté. Alors, c'est Bourgogne ligoté millésime 2020. C'est moins typique un aligoté sur la côte. C'est vrai que je pense que la très grande majorité des aligotés que vous trouverez sur le marché viennent du vignoble des Hautes-Côtes que représentent Nicolas et Daniel aujourd'hui. Et bon, les vignerons, en tout cas chez nous à Courgoulois, on a tous une petite parcelle d'aligoté. Et ça donne vraiment une caractéristique différente. Hein. Vous parliez des sols légers. Nous, ils sont chez nous en Piémont, en pied de coteau, ces vignes d'aligoté. Et ça donne vraiment des vins qui ont plus de profondeur, plus de corps, plus de puissance, peut-être moins typique des aligotés. Et en tout cas, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Daniel et suivi par Nicolas, sur le fait que l'aligoté, c'est un cépage qui mérite mieux, beaucoup mieux. Et j'en veux pour preuve, j'en reparlerai quand on parlera du pommard, quand on a acquis notre parcelle de pommard. Il y avait en plein milieu de la parcelle de pommard, mais exposé plein sud, en plein coteau, sur un des meilleurs terroirs de Bourgogne. Il y avait 5 rangs d'aligoté au milieu de la parcelle. Et on a eu la vigne, elle était taillée, bon, la saison était avancée. Bien sûr, on avait dans l'esprit de ne pas faire de l'aligoté à pommard. Et forcément, on a eu cette cuvée unique d'aligoté en 2012 qu'on a passé en fût, mais qui était vraiment un produit exceptionnel. Une belle minéralité, une belle longueur. Vraiment, non, l'aligoté, c'est vraiment un cépage… Je ne fais pas partie des aligoteurs, je suis leurs travaux et leurs réflexions, mais je suis en tout cas tout à fait d'accord avec leurs conclusions. Bon, nous, l'aligoté, c'est le numéro 3001, c'est le millésime 2020. Alors, chez nous, le millésime 2020, on a eu une maturité très rapide, mais on a eu des chaleurs aussi vraiment très, très fortes en 2020, avec un petit blocage et des maturités pas parfaites, mais très belle maturité, mais pas parfaite. Et ce qui fait que nous, ça donne les 2020, particulièrement blancs, mais aussi donne des vins avec une très très belle fraîcheur. Vraiment des vins qui pourront se battre. Ce n'est pas la carte de visite de l'aligoté, mais les blancs de 2020, chez nous, ce sera vraiment une constante, des vins qui se conserveront bien. Donc, vin casse-croûte, je suis tout à fait d'accord. Jane l'associe avec un risotto aux crevettes, oui. Un poisson grillé, enfin, en tout cas, des mets simples et conviviaux. Et tout ça pour dire qu'effectivement, on peut oublier l'accord traditionnel
du Pire, qui a contribué aussi de toute façon à la renommée de ce vin. Ensuite, on passe chez nous avec le numéro 3002. Donc, c'est notre Bourgogne blanc. Alors, normalement, quand je parle du Bourgogne blanc, on est super original parce qu'il est fait avec 85% de pinot blanc. Mais passant derrière Nicolas, qui, comme nous, a une partie significative de son encépagement en pinot blanc, c'est moins original. Ça prouve le bien fondé quand même de ce cépage. Moi, c'est mon grand-père qui... on a fait nos greffes pendant très, très longtemps à la maison. Et c'est mon grand-père qui dans les années 50, plantait une vigne de pinot blanc dans l'appellation Côte de Nuit, pas dans l'appellation Bourgogne. Et en fait, quand papa a planté cette vigne de Bourgogne blanc dans les années 70, vous voyez que les années 70, il a fait ses greffes à partir de ces pinots blancs. En fait, le fait qu'il n'y ait pas 100% de pinot blanc, ce n'était pas sa volonté. En fait, c'est parce que ces greffes ont moins bien repris qu'il ne le voulait. C'est comme ça, les greffes. Hein. Le boulot de pépiniériste, c'est un boulot où, des fois, on n'a pas toutes les quantités qu'on souhaite. Donc, il est obligé de se fournir sur le marché des pépiniéristes du chardonnay pour finir les 15% de la plantation. Voilà. Nous, aujourd'hui, pour revenir sur ce pinot blanc, qui est un marqueur vraiment du domaine dans les blancs, vu la difficulté de trouver des pinots blancs qui correspondent à nos exigences de production pour le marché, on a fait donc une sélection dans les vignes de pinot blanc de notre grand-père, de mon grand-père, qui aujourd'hui sont donc chez notre pépiniériste. Et quand on veut planter un pinot blanc, on plante les mêmes pinots blancs que mon grand-père qui ont été multipliés chez le pépiniériste. Voilà. Donc, vous voyez, on est sur les notes de fruits blancs, nectarine et miel, donc exactement la carte de visite du pinot blanc, et avec toujours ce côté 2020, donc millésime 2020, hein, une belle fraîcheur, une acidité crue, comme la qualifie. Donc c'était le numéro 3002, donc le Bourgogne blanc. Que ce soit le Bourgogne aligoté ou le Bourgogne blanc, ce qu'on cherche, nous, c'est l'expression du cépage, l'expression du terroir uniquement. Donc, on est sur un élevage uniquement en cuivinox. Hein. Il n'y a pas du tout de fût de chêne. Il y en a peut-être un ou deux pour ajuster les volumes en fonction du stockage en cuve. Mais c'est vraiment pas. On ne recherche pas du tout à marquer les vins avec le fût de chêne. Alors, on continue maintenant notre sélection des vins blancs avec donc le premier village blanc. Donc, référence 3003 en bouteille, en caisse de 6, et référence 3004 en magnum, en caisse de 3. Donc, on est sur le millésime 2019, à la fois pour les bouteilles et pour les magnums. Alors, on a à peu près, on a presque 2 hectares de Côte-de-Nuit village en blanc, ce qui fait qu'on est les plus gros producteurs de l'appellation. Pareil, il y a cru très tôt. C'est une appellation qui est presque exclusivement en rouge. Hein. La très grande majorité des blancs se trouvent sur Corbeau-Loin, sur notre commune. Et papa, il a cru très tôt. Donc, dans les années 80, la vigne que mon grand-père avait plantée, elle était intégrée au Bourgogne blanc. A décidé, je ne sais pas si c'était parce qu'il n'avait pas bien lu la réglementation ou le décret, mais il a décidé simplement en 84, je crois, la première année, de faire un Côte-de-Nuit village blanc. Et depuis, on a vraiment une super notoriété et c'est vraiment une très belle réussite, encore une excellente idée qu'avait eu papa. Et donc, on est sur le millésime 2019 avec ce Côte-de-Nuit village blanc, toujours du pinot blanc. Donc, cette fois-ci, on est à 30% de pinot blanc et 70% de chardonnay. Donc, avec plusieurs parcelles qui constituent ce vin. Donc, on a à la fois des parcelles de terre profonde qui vont lui donner du corps, des parcelles de terre un petit peu plus légères, un petit peu plus aériennes, qui vont lui donner de la finesse. Ce qui fait qu'on a vraiment un bel équilibre sur ce vin. À noter, il a eu le coup de cœur de Jane Master. Donc, il y a des coups de cœur dans le catalogue. Alors, Jane l'associe avec un fromage, Fontina d'Aosta. Nous, on suit également cet accord avec un comté
Alors, mais un comté vieux, vous savez, les comtés, quand il y a les petits grains blancs qui commencent à apparaître dedans, qui ne sont pas du sel, c'est de la tyrosine. Donc, c'est après, entre 15 et 18 mois, ça apparaît. Vous avez un fromage qui est vraiment de belle maturité. On a vraiment un excellent accord. Très bel accord également sur les asperges. C'est un mec qui n'est pas facile, à accompagner, très bien avec les asperges. Et bon, bah, mon favori, c'est quand même mon accord favori, mais c'est peut-être dû aussi à mes goûts culinaires, c'est avec les crustacés. Vraiment, on a vraiment, bah, comme beaucoup de bons blancs, de grands blancs de Bourgogne, on a vraiment un très très bel accord avec les crustacés. Voilà. Donc, c'était numéro 3003 en bouteille et 3004 en magnum. Donc, c'est un vin qui est embouteillé depuis juillet de l'an dernier. Donc, ça se gardera bien. Le Pinot Blanc aussi confère vraiment des aptitudes à la conservation au vin blanc. C'est un vin qui se gardera très bien, mais qui présente déjà un très grand intérêt à la dégustation. Hein, il est riche, il est onctueux. Il y a cette acidité pas marquée, mais présente, qui le soutient, hein, qui l'empêche d'être un peu mou. Et oui, bah, c'est vraiment la spécialité de la maison en blanc. Voilà. Ensuite, on commence la sélection avec les rouges. Donc, on a notre Bourgogne Pinot Noir qui est sélectionné. Alors, notre Bourgogne Pinot Noir, il est également, alors il porte le numéro 2997. Donc, il est également élevé en cuve. C'est le millésime 2020. Ce que je cherche, il faut voir que nous, à la maison, on a vraiment une très grosse majorité d'appellations communales. Hein. Les appellations régionales représentent à peu près 20% de la production. Et ce que je recherche, c'est une opposition de style entre une complémentarité de style entre ce qu'on a dans les appellations communales et ce qu'on recherche avec notre Bourgogne Pinot Noir. Pas de surextraction. C'est pour ça que, bon, il a une robe plutôt claire. Il est dans un style vraiment, vraiment classique, fin et élégant. Et c'est un vin qui n'a pas beaucoup de prétention, mais on a un de nos clients qui disait, écoutez, ce qui est bien avec votre Bourgogne Pinot Noir, c'est que quand on en a bu un verre, on a envie d'en boire un deuxième. Écoutez, nous, c'est tout ce qu'on souhaite quand nos clients se régalent avec notre vin, c'est qu'on a atteint nos objectifs. Voilà, donc il porte le numéro 2997, millésime 2020. Ensuite, je vais vous parler de notre code du village, les Perrières. C'est vraiment une constante. Dans la sélection, on travaille avec vous avec Opimian depuis 3 ans. Donc, on a travaillé 3 ans, c'est la 4e année. Et la constante, c'est le code du village, les Perrières. On est sur un vin qui marque vraiment l'identité de la maison. Hein. Nos clients particuliers, enfin nos clients d'une manière générale, quel domaine vend du vin depuis les années 60, on a des générations de clients qui ont accompagné leur repas avec notre code du village, les Perrières. Et c'était une volonté de papa, en fait, les Perrières. Il en a hérité une partie de l'exploitation du grand-père. L'exploitation du tonton aussi, qui a rejoint l'exploitation familiale maintenant, a une parcelle dans les Perrières. Et papa, il a passé son existence à acheter des petits morceaux dans les Perrières, à en échanger des petits morceaux avec des collègues, etc. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui une très, très belle parcelle. On a 2 hectares 65, presque 3 hectares en rouge, et il y a une partie du Codogny blanc qui vient des Perrières. Donc, vraiment, une très très belle cuvée et une très très belle identité de la maison. Et il est marqué, ce vin, il est marqué par comment dire, on a des différences de terroir forcément dans les appellations communales que nous vous proposons dans ce cellier. Par contre, ce vin, il est marqué par les pinots noirs qui sont très divers, mais les pinots noirs que mon grand-père et papa avaient sélectionnés à la maison à l'époque où il faisait les greffes. Et il est vraiment toujours sur une très grande dominante de fruits rouges. Hein, c'est classique du pinot noir, mais on a d'autres variantes qu'on trouvera sur les autres vins. Donc, on est en millésime 2020, à la fois sur les bouteilles qui ont le numéro 2997
1998 et sur les Magnum qui ont le numéro 2999. Alors, là, on est à l'opposé, hein, comme je disais, on a une opposition de style entre le Pinot Noir et puis notre Côte de Nuit. Notre Côte de Nuit village est derrière. On a une densité extrême. 2020, vraiment une densité dans les vins, une profondeur, une intensité dans la couleur, hein, une couleur extrêmement profonde, dont on n'a pas forcément l'habitude en Bourgogne et particulièrement sur le domaine. Mais c'est un marqueur de l'année 2020. On a vraiment des vins qui sont d'une très très grande intensité. Il est dense, il y a des fruits mûrs, une très très belle longueur en bouche et comme je vous le disais aussi pour les blancs, une acidité qui porte le vin. Les Perrières chez nous, c'est dans notre carte, dans notre gamme, c'est un des vins qui se garde très bien du fait de la fraîcheur. Et c'est encore, ce cas de conservation est encore exacerbé par le côté millésime de 2020, par l'effet millésime de 2020. Vincent, juste avant de continuer un petit peu, j'ai une question un peu plus spécifique de la part d'un de nos membres sur les Perrières. Que sont les Perrières? Comment? Que sont les Perrières? Donc, alors, un peu plus spécifique sur l'appellation. Oui, le Perrière, c'est un lieu-dit, c'est un climat. Alors, on n'a pas de monopole, parce qu'il doit faire 4 hectares et demi, on en a plus de 3 hectares, on en exploite un peu plus de 3 hectares. C'est un climat, c'est un lieu-dit, donc cadastré. En fait, c'est un lieu-dit qui est extrêmement commun, non seulement en Bourgogne, mais dans la France entière. Et il y a beaucoup de vins qui sont produits sur des climats qui s'appellent les Perrières. Il y a des Perrières à Nuit-Saint-Georges, il y a des Perrières il y a des Perrières dans beaucoup de... Et très souvent, ce sont des climats qui sont classés en premier cru. Alors, on n'a pas la chance d'avoir des climats classés en premier cru sur notre appellation Côte de Nuit Village, mais en fait, c'est un diminutif de pierre. En fait, souvent, on est situé à proximité de carrières, d'endroits où il y avait des extractions de pierre, donc des sols qui sont légers, qui sont très drainants et qui sont très favorables à la production de grands vins. Super. Voilà. Un petit focus sur l'appellation Côte de Nuit Village. D'ailleurs, avant-hier, on était avec Daniel en train de faire la promotion de cette appellation. Notre appellation, en fait, elle a une caractéristique, c'est que c'est une appellation communale, mais elle ne porte pas le nom d'une commune. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on est partagé sur plusieurs communes pour des raisons diverses et variées. Mais en fait, il y a plusieurs communes qui produisent l'appellation Côte de Nuit Village. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette appellation est une appellation communale par entière. En termes de hiérarchie d'appellation, de niveau d'appellation, de qualité des vins, on est exactement au même niveau qu'un Nuit-Saint-Georges ou qu'un Pommard ou qu'un Chambol-Musigny. Alors après, bien sûr, on n'a pas la notoriété de ces très grands vins. Par contre, on a un cahier des charges qui est tout à fait similaire, voire strictement identique, parce que les cahiers des charges sont quasiment identiques. Et je dis ça pour donner un peu de lisibilité à cette appellation qui en a besoin et qui a besoin de voilà. Donc, notre Côte de Nuit Village des Perrières, donc l'identité du domaine. Et puis, écoutez, certains de vos membres doivent commencer à avoir une petite verticale sympathique de Perrières, puisqu'on leur a proposé le 15, le 16, le 18, le 19, et aujourd'hui, on vous proposera le 20, donc, qui vous seront livrés en tout début d'année prochaine. Voilà. L'avantage d'avoir été avec nous pendant plusieurs années et pour nos membres aussi. Oui, non, mais c'est bien. Comme le disait Bernard, ce qui est bien dans ce type de commercialisation, disons les mots, c'est qu'il y a une confiance et une fidélité qui s'installe. Et c'est vraiment, nous on le voit tous les jours avec nos clients, on a très très souvent des contacts avec nos clients finaux, on est très attaché encore à la vente de vin en particulier. Et c'est vraiment, c'est un marqueur important, la fidélité. On manque beaucoup de fidélité dans notre monde moderne. Et nous, avec notre métier, on a vraiment un terreau intéressant pour cette fidélité. Voilà. Ensuite, on va passer dans des vins qui ne font pas partie du domaine historique, parce que ce sont des vignes qu'on a repris plus récemment avec ma sœur Christine, donc à partir du début des années 2000. Donc, je voulais insister sur notre Pommard 2019. Donc, le Pommard 2019,
c'est le numéro 3000. Alors, notre Pommard 2019, il a une. Bon, je vous ai parlé de la ligoterie qui était plantée au milieu. Bon, maintenant, on a replanté la vigne, ce qui fait qu'on a une vigne jeune, mais on a mis des plants de très grande qualité, des sélections fines, et qui expriment vraiment un très très beau potentiel, même sur les jeunes années. Notre Pommard, oui, on a eu la vigne en 2 temps, enfin, on a eu l'appellation en 2 temps. Une première partie en 2003, par une voie assez classique. Et ce qui est marrant, c'est la deuxième partie dont on parle un peu dans le catalogue. Un jour, on rentre des vignes. Avec ma sœur, on travaille encore aux vignes. Bon, moins qu'il y a 20 ans quand on était un peu plus jeune, mais on va encore aux vignes. Et c'était l'été, je me souviens bien, et il y avait un message sur le répondeur avec un fort accent bourguignon. Et on appuie sur le répondeur et j'entends « Monsieur Deserto, je voudrais vous vendre mes pommards ». Donc, c'est une chose, ça vous arrive qu'une fois dans votre vie. Hein. Et donc, en fait, c'était Monsieur Maisonnet de Pommard qui voulait nous vendre sa parcelle. En fait, là, il y avait des raisons, parce qu'on avait embauché son fils pour faire des travaux. Et puis, mais il était conscrit de papa, ils avaient sympathisé. Il était content de voir un domaine où le frère et la sœur travaillaient ensemble, j'imagine. Enfin, bon, on avait vraiment sympathisé. Et donc, quand il a arrêté l'exploitation, il nous a proposé ça. Et je vous garantis que c'était le vendredi soir et que on a passé des coups de fil à tout le monde et le lundi, on a pu acheter la vigne. Donc, on a fait un GFA, donc c'est une petite société où on acquiert des terres en commun et où chacun a ses parts. Ça permet de faire après des petites assemblées générales sympathiques. Les gens sont rémunérés en vin. Ça fait un placement non seulement intelligent, mais super sympathique. Voilà. Donc, notre Pommard, comme on n'est pas viticulteur Pommard, nos codes de nuit sont très, très représentatifs de ce que peut être un code de nuit village. Notre Pommard, eh bien, il est très atypique. Pourquoi? Parce que Pommard, il y a une très grosse partie de l'appellation de Pommard dans des terrains de plaine, des très belles terres vignes, forcément, mais des terres profondes qui donnent la carte d'identité du Pommard. Quoi. Un vin qui est massif, qui est austère, mais qui est très dense, qui est très concentré et très tannique. Notre Pommard, nous, il est tout en finesse. Nos Pommards sont uniquement en haut de coteaux, donc au-dessus des premiers crus et puis entre les forêts qui sont au-dessus, très bien exposés. Et ça donne un vin qui est tout en finesse, très, très aérien. Et si vous recherchez la densité et l'extrême concentration et du Pommard, notre Pommard, ce n'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui est extrêmement fin, extrêmement élégant, qui s'apprécie bien sur ces jeunes années, qui se garde très bien également et qui s'ouvre rapidement. Vous voyez, par exemple, les qualificatifs souples, soyeux, succulents pour un Pommard, on n'est pas vraiment dans la carte de visite. Et ça fait vraiment un excellent vin. Il se garde très bien. On avait particulièrement bien réussi, je me rappelle, le millésime 2004, j'en ai ouvert une bouteille récemment, et qui n'était pas un millésime facile, 2004. Et on l'avait ouvert avec le fameux steak de thon poêlé avec une sauce gribiche, et c'est vraiment un accord exceptionnel. Avec notre Pommard, c'est vraiment un accord exceptionnel. Il y a un poisson qui est un peu du caractère un peu sanguin comme le thon, mais ça va très bien avec ce vin. Alors bien sûr, comme toutes nos appellations communales, c'est récolté à la main et élevé en fût de chêne. Sur notre Pommard, on a 40% de 40%. Voilà, donc si vous voulez faire une découverte en Pommard, parce que notre Pommard, c'est vraiment une découverte en Pommard. Donc c'est le numéro 3000 et Jane Master l'a tellement apprécié qu'elle lui a mis un coup de cœur. Donc c'est le deuxième coup de cœur concernant notre domaine dans ce catalogue. Donc c'est notre Pommard 2019. 2019, on n'a eu que des millésimes 2020 jusqu'à maintenant, à part pour le blanc. Et 2019 en rouge, on a vraiment un équilibre, quelles que soient nos appellations et les appellations générales. On a vraiment un très très bel équilibre. Très belle balance entre l'acidité, la rondeur, le gras, une belle longueur, persistance, une belle densité. Vraiment, on est sur des vins qui sont exceptionnels. Moi, je pense que 2019, c'est un des très grands millésimes depuis 2000. Quoi. Pour moi, c'est le plus grand. Pour moi, c'est le plus grand. C'est celui que je préfère, en tout cas. Voilà. Donc, ça suffit à me dire que c'est le plus grand. Ensuite, on a 2 vins qui sortent un petit peu
Donc, comme le Pommard, hein, mais encore plus récemment, c'est des vignes qu'on a eues en 2017. Donc, ce sont 2 Nuits Saint-Georges premier cru. Alors, je vais commencer par le Nuit Saint-Georges premier cru, les Chabeuf. Ces 2 Nuits Saint-Georges premier cru, donc on a un Chabeuf en 2019 et on a un Saint-Georges également en 2019. Les vignes sont à 200 mètres. Hein. À pied, on en a pour 5 minutes hein, d'aller d'une vigne à l'autre. Et ils sont sur des caractéristiques totalement différentes. Donc, on a le Nuit Saint-Georges premier cru, les Chabeuf. Donc, c'est le numéro 3005 sur le catalogue. Les Chabeuf, c'est un terroir qui est ouvert sur une combe, donne sur les Hautes-Côtes, donc sur le village de Chaux. Et cette combe, elle est très souvent ventilée en fait, par des vents frais qui viennent de cette région qui est un petit peu plus fraîche, comme le disait Nicolas. Et ça donne vraiment une caractéristique bien plus particulière à ce vin hein, des Chabeuf par rapport à notre Saint-Georges. Autre différence aussi, autre chose intéressante à noter, on est sur les fruits noirs. Ce vignoble qu'on a repris en 2017, pareil, c'est un ancien vigneron du village qui faisait ses greffes, mais avec une historique différente. C'est ça qui est intéressant aussi dans les vieilles vignes. Certes, on a du pinot noir, mais quand on récupère une vieille vigne, et on va perdre ça un jour avec comment dire, l'unicité de ce qu'on nous propose en termes de plants chez les pépiniéristes. Donc, la famille, ce qu'on appelle la sélection massale de ce viticulteur, elle était très axée sur les fruits noirs, des vins beaucoup plus colorés, des vins beaucoup plus denses. Donc, il reste néanmoins souple pour un 2019. Hein. Et on a aussi il est très généreux et très structuré. Voilà, c'est vraiment la structure qui ressort sur ce Chabeuf. Hein. Qui est lié à la fois à cet excellent terroir et à ce vent frais, à cette fraîcheur due à sa situation dans la combe. Voilà. Pour terminer, alors j'ai eu du mal à le trouver dans le catalogue, mais en fait, il est en dernière page, parce qu'on est dans le coin des collectionneurs. Hein. On termine avec c'est le numéro 3006, donc c'est un Nuit Saint-Georges premier cru et Saint-Georges. Pareil, c'est une vigne qu'on a eue en 2017. C'était notre première vinification. Vous l'avez eu l'an dernier, les membres, possiblement en 2018, puisqu'il était au catalogue. Alors, les Saint-Georges, que dire du Saint-Georges? Si ce n'est que, objectivement, et je vous dirai après pourquoi je dis que c'est objectivement, c'est le meilleur terroir de Nuit Saint-Georges. C'est d'ailleurs pour cette raison que à la fin du 19e siècle, le village de Nuit, en fait, il s'appelait Nuit avant, est devenu Nuit Saint-Georges, puisque les auteurs, en accord avec l'administration, je n'en doute pas, ont décidé de mettre à chaque fois, pas à chaque fois, mais le nom du meilleur lieu-dit sur lequel ils étaient, d'accord, à côté du nom de la commune. C'est à cette époque-là que Nuit est devenu Nuit Saint-Georges, que Gevrey est devenu Gevrey-Chambertin, que Allos est devenu Allos-Corton, etc. Et il y a au moins une bonne vingtaine de villages comme ça. Et c'est tellement marqué, c'est tellement récent en fait, parce que 100 ans, c'est pas grand-chose, que nous, on ne dit pas on va à Nuit Saint-Georges, on dit on va à Nuit, on va à Vaune, on va à Allos, on va à Gevrey. Alors qu'effectivement, sur les panneaux, c'est Nuit Saint-Georges, c'est Gevrey-Chambertin ou c'est Allos-Corton. Donc, on est sur un vin qui est vraiment digne d'un grand cru. Hein. On est vraiment sur un équilibre parfait. On est toujours sur ce très bon millésime 2019. Quand je dis digne de grand cru, c'est que, il y aurait un dossier à l'INAO. Voilà. Et pour que ce vin accède un jour au rang de grand cru, et s'il y a un vin de Nuit Saint-Georges qui accède au grade de grand cru, celui-ci, ce sera le Saint-Georges. Donc, Nuit Saint-Georges, premier cru les Saint-Georges. Alors, avant que ça devienne inabordable, profitez-en. La qualité sera la même. Ce n'est encore qu'un premier cru, mais vraiment un des meilleurs premiers crus que la Côte de Nuit puisse produire. Voilà. Mais écoutez,
vous êtes vraiment là, on a vraiment une belle sélection sur le domaine, donc vous avez vraiment la possibilité d'avoir chez vous, à plusieurs milliers de kilomètres, vraiment une belle représentation de ce que nous faisons à Corgauloin, en famille. Super. Ben, malheureusement, le temps file, donc il faut quand même que bientôt on fasse, on clôt la discussion qui jusqu'à maintenant était très intéressante. J'ai quand même 2 questions sur lesquelles je vais revenir. Puis ça, c'est une question pour les 3. Donc, tantôt, on a une question sur le monopole. On voulait juste avoir un peu plus d'informations sur le monopole en soi. C'est quoi la définition d'un monopole? Pas seulement nécessairement pour une appellation, mais en général pour la Bourgogne. Que veut dire le mot monopole? Elle est vague, ma question. Alors, mais je vais laisser parler Nicolas, parce que papa a bien travaillé, mais je n'ai pas la chance d'avoir le monopole sur les perrières. Non, mais après, le monopole, c'est quelque chose qui est pas forcément réglementaire. En fait, le monopole, c'est quand on a un climat, un terroir avec un nom de lieu-dit particulier et qu'en fait, il y a un seul propriétaire ou un seul exploitant qui exploite ce climat. Donc, en fait, vous savez qu'en Bourgogne, la typicité des vins, elle est surtout due au climat, ce qu'on appelle maintenant climat, au terroir, à la parcelle dont elle est issue, avec tout ce qui s'ensuit, le microclimat, le sol, la façon dont on a pu sélectionner ce terroir-là. Et donc, en fait, quand on a la chance de pouvoir exploiter seul un terroir particulier avec le type de vin qu'il va produire, on appelle ça monopole. Après, quand je dis qu'il n'y a pas de contrôle, il y a quand même des contrôles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendiquer un monopole sans… Enfin, on peut se faire contrôler si ce n'est pas vrai, c'est de la publicité mensongère, on va dire. Mais en tout cas, il n'y a pas le même contrôle qu'une appellation d'origine, par exemple. C'est pour ça aussi que sur certaines bouteilles, quand il y a marqué quasi-monopole, ça ne veut rien dire. Parce que soit on a le monopole, soit on ne l'a pas. Exactement. Voilà. Et monopole, c'est vraiment, voilà, quand on a un lieu-dit en entier, on a le monopole. Donc, vous ne pouvez pas trouver d'autres clos de vignon que chez Nicolas, en fait. Très intéressant. J'avoue qu'ici, peut-être, en tout cas, du moins au Québec, quand on parle de monopole puis on parle de vin, on ne parle pas de la même chose. Vous en savez quelque chose, les 3. N'empêche. Dernière petite question, et je vais peut-être clore là-dessus. Comment a été l'année 2020, mais en termes de défis de pandémie pour vous? On en a parlé un petit peu avec Nicolas, justement, au niveau des concours. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis en dehors de ça que pour vous, vous avez noté? 2020 Alors, ou 2020? Ouais, je dirais 2010, je dirais la pandémie. J'ai dit 2020, mais je dirais la pandémie. Tiens. Alors, la pandémie, pour moi, c'était beaucoup de questions au départ parce qu'on a eu d'abord, donc en 2019, un arrêt total, puisque nous, en France, on a été confinés très sévères dès le départ. Donc, en fait, on a vu des chutes de ventes sur les 2-3 premiers mois. Donc, de mémoire, ça devait être avril, mai, juin, ou mars, avril, mai, je crois, mais voilà. Et puis après, les gens se sont organisés et on a réagi un peu différemment. Alors, il y a eu pour moi 2 problèmes. La problématique de faire travailler les gens dans les vignes, parce que les vignes, ça ne s'arrête pas. Donc, heureusement, je vais parler pour moi, mais je pense que c'est pareil pour nos collègues. On a des employés qui sont très, très proches de leur travail et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas travailler en télétravail, il faut qu'ils soient sur place. Donc moi, pour ma part, mais je pense que c'est pareil pour les autres, tout le monde est venu travailler et on a organisé le travail de façon différente. Alors au début, comme on ne savait pas qu'est-ce que c'était que ce virus, chacun a pris son véhicule, ses outils, enfin voilà, on a essayé de garder le plus de sécurité. Et puis petit à petit, comme de toute façon, au bout de 15 jours, on ne voyait que nous, puisqu'on était complètement… on ne voyait personne d'autre, on s'est dit, bon, ben voilà, maintenant on a passé notre quarantaine à nous-mêmes, donc on va commencer à retravailler ensemble au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc ça, c'est sur la partie organisation. Après, on s'est retrouvé avec des problèmes d'approvisionnement, parce qu'on ne travaille pas tout seul, donc il a fallu qu'on trouve des pièces, qu'on trouve des mécanos, des choses et qui, eux, parfois étaient fermés. Donc voilà, il a fallu qu'on s'adapte. Donc ça, c'est sur la partie continuer de faire notre métier. Et puis sur la partie vente, il a fallu qu'on invente des choses
de faire de la vente en ligne, par exemple, si on ne l'avait pas. Moi, j'ai beaucoup utilisé mon fichier client pour dire à mes clients, voilà, je ne peux pas venir vous voir, vous ne pouvez pas venir au domaine, mais on va travailler différemment parce que les personnes pensaient qu'on ne faisait pas partie des produits de première nécessité. Or, finalement, on en faisait partie aussi. Donc, il a fallu communiquer là-dessus aussi. Et puis, par contre, belle surprise, c'est-à-dire que moi, mon fichier client, je l'ai relancé. Et après, sur juin, juillet, août, septembre, octobre, on a fait commercialement une très, très belle année. Et ça continue encore maintenant. C'est-à-dire que je pense que la consommation des gens a un peu changé. Et ils vont plus directement aux propriétaires. Et ils marchent beaucoup avec nos cavistes. Moi, je fonctionne beaucoup avec les cavistes. Et donc, il y a franchement une très belle demande en termes commerciaux depuis. Donc, pour moi, l'année 2020, elle a plus été compliquée de par le climat que de par le Covid, en fait. OK. Voilà, je ne sais pas si… Pas intéressant. Je dirais que finalement, dans notre métier, on a eu quand même la chance de ne pas avoir des contraintes énormes par rapport au travail dans les vignes. Comme disait Daniel, je pense à toute la culture qui a été obligée de s'arrêter de travailler, la restauration. Donc finalement, on a su s'adapter. C'était pas, ça l'a fait, j'allais dire. On a eu un peu de baisse de vente sur l'année 2020, mais je pense qu'on est tous en Bourgogne. On a la chance d'avoir une région qui a le vent en poupe. Donc après, pour tout un tas de raisons, je pense quand même que c'est parce que les vins sont bons. Et en fait, en 2021, on a plutôt une super dynamique commerciale qui rattrape très largement le petit retrait qu'on a eu en 2020. Et moi, personnellement, en fait, aussi le confinement qui a été un arrêt total de plein de choses. Donc, ça nous a permis de aussi peut-être prendre le temps de réfléchir sur notre métier. Et par exemple, pour moi, ça a accéléré notre conversion à l'agriculture biologique sur le domaine. Donc, j'étais déjà en démarche, j'avais planifié de le faire plutôt dans quelques années. Et finalement, cette crise sanitaire, pour moi en tout cas, ça a accéléré certaines décisions d'investissement ou d'évolution de pratique sur le domaine, et notamment ce passage à l'agriculture biologique. Super. Pour ce qui est, compléter tout ce qui a été dit, moi je te dis qu'on a eu de la chance de toute façon, on a tous vécu le confinement. On a eu énormément de chance de faire ce métier qui, comme le disait Daniel, on était produit essentiel, donc on pouvait continuer à vendre. On travaillait en extérieur. En plus, le premier confinement, il y avait un temps magnifique. On a passé tout le confinement dehors. C'était la période du gros travail dans les vignes. Donc, nos vignes sont à 1 mètre. Donc, on faisait un vent sur 2 pour respecter le mètre réglementaire d'éloignement. Chaque gars avait son véhicule. Enfin, on a pris quelques dispositions. Mais écoutez, c'est la nature humaine, on retire le bon, mais c'était une période, de laquelle on garde des bons souvenirs. On était seuls sur la nationale, on traverse, enfin, les vignerons vraiment, on était les seuls à être dehors, et c'était vraiment une période sympa à vivre dans les vignes. Je conçois que en ville, dans un petit appartement de 20 mètres carrés, ça devait être beaucoup plus simple. Et puis, comme le disait Daniel, on était donc denrées essentielles. Et dès que le confinement s'est levé, il y avait encore quand même des mesures de précaution sanitaire importantes. Et nous, on a repris nos ventes. On se déplace beaucoup pour vendre notre vin. Alors, il n'y avait plus de dégustation, mais bon, on trouvait toujours des solutions pour arranger des livraisons, pour faire nos ventes. Et tant et si bien qu'on avait beaucoup de mal à conjuguer à la fin à la fois le travail à la vigne et puis le travail de préparation des bouteilles. Parce qu'en fait, les bouteilles qu'on n'a pas vendues pendant le confinement, on les a vendues après, et pour finir avec des belles années. Donc là, vous avez une exception culturelle française, on n'est pas des râleurs, on est plutôt contents. Ah, j'adore. J'adore. J'allais dire justement, sur cette belle note, j'aurais aucun problème à continuer la conversation. J'ai adoré. J'espère que tout le monde a pu aimer. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer-nous-les. Et nous, on va les transmettre justement
nos producteurs, nos 3 vignerons qui sont présents ici, ou d'autres questions, si vous en avez d'autres, on peut faire ça aussi. Merci, madame, merci, messieurs, merci d'avoir été présents. Merci de nous offrir de si bons vins, de si belles aventures aussi. Et on va espérer continuer cette belle relation qu'on a ensemble. Donc, j'espère que vous avez tous aimé. Puis on se verra pour une prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vais arrêter d'enregistrer.